Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette session-là, dans cette présentation qui s'appelle Innover plus rapidement avec Datadog. Donc, je vais vous laisser dans les mains de Mohamed qui va vous faire cette session et cette présentation. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, utilisez le chat. Donc, ici, vous avez le chat, vous pouvez poser des questions, mais vous avez également l'onglet Q&A où vous pouvez poser également vos questions et Mohamed va essayer de répondre au fur et à mesure aux questions que vous aurez durant la présentation. Donc, je laisse Mohamed, je vous laisse Mohamed qui va vous faire sa présentation. Ok, ça marche. Merci Youssouf. Alors, donc, bonjour à tous et bienvenue à cette journée du cloud. J'espère que toutes les sessions auxquelles vous avez participé ont été intéressantes jusque-là. Et donc, moi, je serai avec vous pendant les 45 prochaines minutes et on va parler de cloud parce que c'est quand même la raison pour laquelle on est là. Et on va aussi parler d'observabilité et de sécurité. On va couvrir ces thèmes-là dans un contexte spécifique qui est le fait de vous permettre à innover, à faire des innovations plus rapidement. On va partir d'un contexte bien établi et ensuite euh, on peut voir ensemble, on va voir ensemble dans quelle mesure Datadog, si vous ne connaissez pas, va vous aider dans cette démarche. Et puis, on va essayer de faire en sorte que la session soit interactive. Donc, malheureusement, on ne pourra pas parler de vive voix, mais je vous invite vraiment à utiliser le chat tout au long de la session pour poser vos questions si jamais vous en avez. Donc, avant de commencer, un petit mot sur moi. Donc, je suis ingénieur solution chez Datadog actuellement. Donc, ça fait 5 ans que je suis dans la boîte. J'ai effectué différents rôles. J'étais dans le support avant, maintenant dans les équipes d'avant-vente. Et puis avant Datadog, j'ai travaillé 2 ans à la Société Générale et 2 ans chez Orange aussi. DevOps, ingénieur système. Et puis en même temps, puisqu'on est aujourd'hui, on va parler de cloud, en dehors de mon day-to-day, je suis aussi cofondateur et co-lead du groupe AWS User Group Bamako. Et voilà, on organise des événements plusieurs fois par an. Et donc, si jamais vous avez du temps et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire sur le User Group. Et puis, pour ceux qui veulent m'ajouter sur LinkedIn, j'ai mis mon profil où vous pouvez juste taper Mohamed Koressi et normalement, vous allez me retrouver. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est principalement, on va voir déjà pourquoi est-ce que ça paraît assez évident, mais voilà, on va voir pourquoi est-ce que les entreprises ont besoin d'innover. On va voir ensemble quelques difficultés auxquelles les entreprises font face, notamment différentes équipes, et puis aussi dans un contexte de complexité grandissante. On va voir ensemble certaines notions comme le SRE, le DevOps, le DevSecOps. En quoi est-ce que ces méthodologies euh, essaient d'apporter des solutions à ces difficultés qu'on va couvrir. Et puis, on va parler enfin voilà, de comment est-ce que Datadog va apporter des solutions, notamment à ces problèmes qu'on aura évoqués. Encore une fois, n'hésitez pas à poser du tout des questions si jamais vous en avez. Alors, qu'est-ce que veulent les entreprises? De façon générale, chaque entreprise essaie d'effectuer ses tâches de façon meilleure, plus rapidement et de façon plus efficiente. Donc, ça, c'est un objectif qui est partagé par énormément d'entreprises, par la plupart des entreprises, quelle que soit leur industrie, quel que soit leur domaine et quelle que soit leur localité. Et la raison est simple, c'est que les entreprises cherchent toujours de nouvelles sources de revenus. Ils veulent lancer de nouveaux produits, attaquer de nouveaux marchés. Donc, pour cela, il faut innover.
ils veulent obtenir un avantage concurrentiel qui va leur permettre de se différencier de leurs concurrents, qui va leur permettre de prendre de l'avant sur leurs concurrents. Pour cela, encore une fois, il faut innover. Et en même temps, pour chercher une efficacité opérationnelle, pour réduire les coûts, par exemple, pour maximiser leurs profits. Et encore une fois, innovation. Et enfin, pour attirer des talents. Donc, si jamais vous êtes dans des domaines qui évoluent vite, il y a beaucoup d'entreprises euh, qui sont concurrentes directement en termes de l'attraction de talent. Donc, si vous faites de l'innovation, ça, c'est quelque chose qui va attirer les talents. Donc, innovation, innovation, innovation. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Euh, Par contre, la, le, le problème que les entreprises font face, auxquelles les entreprises font face, dans beaucoup de cas, c'est qu'il y a différentes équipes qui interviennent dans le but de délivrer un produit au final. Donc, il y a les équipes de développement qui, notamment là, je me place dans un contexte spécifique qui est une entreprise qui est dans les domaines de la technologie. Donc, il y a des équipes de développement qui codent, qui testent, qui déploient. Ensuite, il y a des équipes de Ops qui, en gros, dont le but, c'est de faire en sorte que l'application tourne correctement. Si jamais il y a des soucis de performance, de l'optimiser. Il y a des équipes de sécurité aussi, dont le but, c'est de justement faire en sorte qu'il y ait le moins de failles possible et de faire en sorte que l'application soit la plus sécurisée possible. Donc, chaque équipe a des besoins et des objectifs différents et des fois même conflictuels. Donc ça, c'est la difficulté, c'est des exemples, mais il y a encore une longue liste euh, de quelques difficultés auxquelles chaque équipe peut faire face. Par exemple, les équipes Ops qui ont pour but de faire en sorte que l'application soit la plus stable possible, bah, ces équipes-là, notamment, critiquent beaucoup les équipes de dev, tout simplement parce que il y a trop de changements, il y a trop de nouvelles, enfin, trop de nouvelles releases, des fois qui impactent la production de façon négative. Donc, cette équipe-là, euh, a pour but de stabiliser les choses. Donc, c'est vraiment challengeant entre l'équipe Ops et les devs. Les devs, eux, quant à eux, ils essaient, justement, ils sont évalués par rapport à leur qualité euh, de nouvelles fonctionnalités, à leur capacité à développer des fonctionnalités de façon rapide et à les déployer. Donc, typiquement, cette équipe-là peut encore être frustrée quelquefois vis-à-vis des équipes Ops parce que typiquement, elles vont bloquer leur release pour des raisons des fois qui ne sont pas évidentes pour les équipes de dev. Donc voilà, ça c'est un deuxième poste de frustration. Et ensuite, il y a les équipes de sécurité qui peuvent à la fois frustrer les équipes de dev et de Ops parce que on veut vérifier que les ressources, les infra, les applications qui sont développées sont conformes à certains standards de sécurité. On veut vérifier que voilà, nos applications n'utilisent pas des librairies qui sont vulnérables, etc. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a tout un tas d'objectifs complètement conflictuels dans certains cas. Et donc, voilà, il y a une frustration qui peut être très élevée au fur et à mesure. Des fois, le fait que il y a ce manque d'attente entre les différentes équipes peut augmenter le risque parce que la sécurité, typiquement, ne va pas être au premier plan. Donc, ce qui peut causer des vulnérabilités au niveau des applications. Et ça peut aussi avoir un impact négatif en termes de productivité. Donc, euh, tout ça fait en sorte que la situation devient vraiment compliquée. Et vous allez voir que le contexte actuel des entreprises n'améliore pas vraiment les choses parce que on est dans un écosystème avec de plus en plus d'outils qui sont utilisés. Par exemple, lors du keynote des débuts ce matin, enfin, il y a certains intervenants qui parlaient de l'usage de plus en plus grandissant des outils SaaS. Il y a d'autres outils cloud qui sont proposés. Et
il y a une multitude de nouvelles technologies qui sont utilisées par les entreprises. En même temps, en termes de compute, les infrastructures qui font tourner nos applications deviennent de plus en plus compliquées. Donc, avant, c'était des machines physiques. Puis, avec l'arrivée du cloud, on est passé au réel. Là, de plus en plus, des containers. Et il y a des entités de plus en plus petites. Par exemple, il y a maintenant, de nos jours, des microservices qui peuvent tourner sur des fonctions, des entités encore plus petites. Et tout ça crée encore plus de complexité. Pareil, en termes de fréquence de release, les développeurs avant pouvaient faire des nouveaux déploiements en production une fois tous les 6 mois. Et là maintenant, c'est plusieurs fois par jour ou même à la demande. À chaque fois qu'on le souhaite, on clique sur un bouton et ça déploie. Et enfin, le nombre de personnes impliquées, le nombre d'équipes impliquées devient de plus en plus énorme. Il y a les ops, il y a les devs, il y a les équipes de sécurité, il y a les équipes business, tout ça. Donc, chacun a son agenda différent et ça crée encore plus de complexité. Les deux derniers éléments, tout simplement, sont liés à nos applications. Donc, typiquement, en termes de vulnérabilité, on peut voir que il y a de plus en plus d'applications qui sont vulnérables. Typiquement, Java, c'est le langage avec le plus d'applications vulnérables, tout simplement parce que c'est un langage qui rend l'accès à des manipulations système enfin, très, très facile. Et puis, il y a l'autre partie aussi. Donc, il y a non seulement les vulnérabilités causées par nos propres applis, par nos propres dépendances, mais il y a aussi des dépendances qui sont indirectes. À chaque fois qu'on utilise un outil tiers, bah, en fait, c'est potentiellement un nouveau vecteur de vulnérabilité. Donc, et évidemment, pour répondre à certains de ces problèmes, on cherche à mettre en place une solution d'observabilité. Du coup, l'observabilité, c'est simple, c'est juste de pouvoir observer notre système, de pouvoir détecter si jamais le système fonctionne correctement ou pas, si jamais il y a des soucis de performance ou pas, et si oui, avoir les outils à disposition pour euh, savoir exactement ce qui se passe et comprendre et ensuite résoudre le problème. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut évidemment simplifier les problèmes qu'on a vus avant. Par contre, vu que chaque équipe a des objectifs différents, a son propre environnement, a ses propres manières de faire, typiquement, ça va créer des silos, ça va créer des gros blocs totalement opaques. Euh, enfin, à travers lesquels les gens ne peuvent pas se tirer facilement. Donc, chacun va avoir ses propres outils, ce qui peut créer des fois des gaps en termes de visibilité. Par exemple, en termes de sécurité. La sécurité va seulement être prise en charge par les équipes de sécu, mais voilà, du coup, elles vont pas avoir forcément de temps et des fois, elles sont bloquées aussi par des politiques internes. Donc, pour récapituler rapidement, on a énormément de challenges au jour. Et donc, ça, c'est une récapitulative des différents challenges. Donc, des équipes qui ne sont pas alignées, une complexité des stacks technologiques toujours grandissante, une manque de visibilité sur les systèmes qu'on utilise, et puis évidemment, toujours plus de risques en termes de sécurité, parce que les équipes ne se communiquent pas. Donc, là, dans la suite, on va essayer de voir ensemble comment est-ce que certaines méthodologies apportent des solutions aux challenges qu'on vient de voir. Donc, il y a quelques termes que j'ai mis ici qui sont très, très à la mode. Il y a le SRE, donc Site Reliability Engineering, qui est une notion qui a été vulgarisée par Google, parce que ça a commencé chez les équipes de Google. Donc voilà, c'est une notion qui consiste à faire en sorte que les équipes, enfin, qui consiste à faire en sorte d'appliquer beaucoup d'automatisation, d'éliminer tout ce qui est tâches manuelles, d'appliquer les concepts d'engineering à la production. Ensuite, il y a le DevOps qui vise évidemment à casser les silos entre Dev et Ops. Comme on a vu, il y a vraiment beaucoup de challenges entre les différentes équipes qui peut créer des frustrations, ce qui peut générer des manques de productivité. Et DevOps, justement, c'est une méthodologie avec des principes
qui va justement apporter des solutions à ça, simplifier la vie entre les élèves et ensuite, on va dire, aligner les objectifs. Et puis DevSecOps, c'est un peu toujours dans le même sens, appliquer les principes du DevOps, automatisation, voilà, tout ça, mais toujours avec un angle de sécurité. Donc, toutes ces notions-là ont pour but de faire en sorte d'améliorer la collaboration, d'améliorer la productivité, euh, euh, d'améliorer l'innovation, le rythme d'innovation des entreprises. Donc, il y a quelques éléments que, du coup, j'ai découlé de ces notions-là, euh, qui vont être vraiment essentiels justement pour euh, appliquer ces notions. À chaque fois qu'on veut appliquer ces notions-là, on a besoin d'une bonne observabilité. On a besoin de savoir ce qui se passe. Parce que si on n'est pas capable de mesurer l'impact positif ou négatif de nos systèmes, enfin, d'un changement sur nos systèmes, typiquement, ça va être très compliqué de les améliorer. Donc, typiquement, il y a des notions comme des SLO, des objectifs de niveau de service que les entreprises vont introduire, justement, qui vont permettre de piloter à quel rythme est-ce qu'on doit évoluer vers les changements ou au contraire, à quel rythme on doit se concentrer sur le fait de rendre nos systèmes plus résilients, le fait de rendre nos systèmes plus sécurisés, etc. Il y a ensuite un autre concept, le shift left. Euh, le problème, enfin, une bonne partie des problèmes que j'ai évoqués survient parce que les problèmes sont détectés trop tard. On essaie de tester les systèmes de façon un peu tardive. Par exemple, on va se focaliser principalement sur la production. Le shift left, et le fait de bouger un peu vers la gauche, est un concept qui est plutôt simple. En fait, ça se base un peu sur ce que j'avais mis là, le fait d'éviter de laisser la sécurité et la résilience de nos applications le fait d'éviter de laisser ces notions-là à la toute fin, mais plutôt de les intégrer vraiment dès le début de la chaîne de délivrer, enfin, de, de- le cycle de vie de nos applications. Donc, ça va par exemple consister à mettre en place de l'automatisation avec des pipelines de CI sur GitHub, par exemple, automatiser tout ce qui est test, tout ce qui est déploiement, tout ce qui est sécurité, check de sécurité, le fait d'avoir aussi notre infrastructure sous forme de code, donc pour éviter tout ce qui est tâches manuelles. Donc, ça, c'est les notions qui sont absolument essentielles si on veut mettre en place justement ces notions SRE, DevOps, DevSecOps qui justement veulent apporter une solution au problème que j'ai évoqué avant. Et la base de, euh, de ces notions-là, c'est évidemment l'observabilité. Il n'y a pas qu'un aspect euh, pour résoudre les problèmes que j'ai évoqués. À chaque fois, donc là, aujourd'hui, on va parler surtout de technologie. On peut évidemment parler de process, mais également de people, parce que les gens qui vont être dans l'entreprise, il faut avoir les bons talents, il faut avoir les bonnes personnes justement pour appliquer les philosophies, les méthodologies dont j'ai parlé. Mais là, pour le coup, bon, ma communication va se limiter principalement à la partie technologique. Donc, Datadog, jusqu'à présent, je n'en ai pas parlé. Euh, ça s'intègre vraiment comme une aide à la résolution de tous les problèmes que j'ai évoqués. Euh, on a vu que l'observabilité, c'est quelque chose qui est très important parce on veut savoir ce qui se passe, on veut savoir si nos systèmes tournent bien. Et Datadog est là pour résoudre euh, toute cette complexité dont j'ai parlé. Est là pour faire en sorte que les équipes puissent communiquer entre elles, est là pour faire en sorte que les équipes puissent mesurer ce sur quoi elles sont évaluées. Euh, et Datadog est là pour faire en sorte d'accélérer la détection de problèmes. Parce que si on ne détecte pas les problèmes rapidement, en fait, typiquement, c'est quelque chose qui va nous faire déborder, qui va nous faire rater les plannings qu'on avait. Donc, ce qui va jouer sur notre rythme d'innovation. L'idée, c'est d'agréger différentes données qui peuvent venir
de différents systèmes, des systèmes SaaS, des plateformes cloud, on-prem, des VM, des containers. Ça peut être vraiment tout type de source. Donc, le but, c'est d'agréger toute cette diversité de données et ensuite de donner du sens aux équipes concernées. Du coup, donc, on a des produits sur chaque étape de la chaîne, donc depuis l'étape de code, euh, depuis l'étape de code jusqu'au test, au déploiement, au monitoring et à la sécurité. L'idée, évidemment, c'est de ne pas complètement séparer ces différentes étapes, mais c'est de faire en sorte que les équipes puissent faire ce qu'on appelle des itérations sur tous les aspects à la fois. Et ça va permettre de détecter les problèmes plus rapidement. Ça va permettre de faire en sorte que, par exemple, la sécurité ne soit pas que le problème des équipes de sécurité, et ça va permettre de renforcer les systèmes d'un point de vue résilience, mais également d'un point de vue sécurité. Et évidemment, tout ça fait en sorte d'augmenter la productivité des équipes, puisque voilà, chacun est complètement aligné. Et ça, d'un point de vue business, ça veut dire plus d'innovation, ça veut dire moins de coûts, et ça veut dire plus de ressources pour l'entreprise qu'elle pourra allouer ailleurs. Donc, ça, c'est d'un point de vue très, très haut niveau. Maintenant, la question que j'aimerais poser, c'est comment est-ce que on met ça en place? Alors, j'ai sélectionné quelques fonctionnalités de Datadog pour montrer justement, pour montrer rapidement ce que vous pouvez avoir. Et sachez que, voilà, 45 minutes, ce sera vraiment pas suffisant pour parler de Datadog de façon générale. Ok. Euh, donc, on va parler de trois concepts. Donc, pas les concepts, mais plutôt des scénarios. Euh, on va faire gagner du temps aux entreprises grâce à une meilleure visibilité qu'on va qualifier vraiment de bout en bout, à partir du moment où l'utilisateur fait quelque chose jusqu'au moment où la requête arrive, par exemple, en base de données ou au niveau de l'infra. On va mettre en place des outils qui sont complètement automatisés. Ils vont nous permettre de détecter des problèmes de sécurité plus rapidement, de détecter des problèmes de résilience plus rapidement. Et on va aussi mettre à disposition des équipes d'ingénierie, des équipes, par exemple, des décideurs d'un point de vue tech aussi, tout ce qui est CTO, VP des équipes d'ingénierie. On va leur mettre à disposition des informations qui vont justement leur permettre d'avoir une idée sur la vélocité, sur à quel point leurs équipes sont performantes et comment est-ce qu'elles se comportent, enfin, comment est-ce qu'elles se comparent avec d'autres entreprises du domaine. Donc, premièrement, la visibilité de bout en bout. Admettons que je sois un site d'e-commerce. Enfin, voilà, il y a des saisons hautes, des saisons basses, et il y a des clients qui ont des problèmes. Et à chaque fois qu'un client a des problèmes, typiquement, je passe du temps pour comprendre d'où vient le problème et ensuite pour le résoudre. Et ce temps-là est plus ou moins variable en fonction des entreprises, en fonction des industries et en fonction des équipes aussi. Elle peut prendre énormément de temps, des fois plusieurs jours jusqu'à plusieurs semaines. Et ça, c'est du temps qu'on ne peut pas allouer à des nouveaux projets. Ça, c'est du temps qu'on ne peut pas utiliser pour créer de nouvelles fonctionnalités pour nos utilisateurs, ce qui a vraiment énormément de sens pour le business. Donc, une solution que Datadog apporte à ça, c'est le fait de vous donner de la visibilité depuis vos applications front-end, jusqu'à vraiment enfin, sur toute la chaîne, jusqu'au back-end, aux bases de données, à la partie infra, etc. Et peu importe le type de plateforme. Ça peut être du cloud, ça peut être de la machine virtuelle, ça peut être des conteneurs, ça peut être des fonctions serverless, ça peut être tout ce que vous voulez. Donc, je vais vous montrer ici un exemple d'investigation que vous pouvez effectuer avec Datadog. Donc là, en cliquant, enfin, c'est un exemple d'alerte que j'ai reçu sur Slack, qui peut, par exemple, être par mail, ça peut être un ticket Jira. Et
La question c'est, qu'est-ce qui se passe? Donc si on lit un peu l'alerte, on se rend compte qu'il y a un user en particulier, Courtney Muley, qui a reçu, enfin qui est en train, d'avoir une mauvaise expérience, sur, notre outil. Donc, évidemment, la suite, en tant que, par exemple, développeur, c'est de comprendre exactement d'où vient ce problème. Donc, je vais, aller sur la channel Slack. Du coup, donc ça, c'est, l'alerte exacte qui a été, reçue et évidemment, je peux aller voir, hem, le mois exact, quand est-ce que ça a été, traité et donc j'ai des liens dans mon alerte qui me permettent d'aller voir des dashboards qui ont été construits exactement pour investiguer. Donc là, par exemple, je vais aller voir ce qui se passe du point de vue de mon application front-end. Donc là, on peut voir toutes les requêtes qui ont été effectuées sur les 15 minutes précédentes. Et comme on peut le voir, en effet, on a énormément de requêtes qui ont échoué. Et à chaque fois, voilà, là, ça peut être vraiment tout type de requête. Si je regarde même sur une fenêtre de temps d'une heure, je peux voir qu'il y a énormément d'alertes. Donc ça, c'est les alertes qui sont levées, à chaque fois que quelqu'un effectue une requête à destination de mon panier, pour visualiser son panier. Donc ça, c'est derrière, l'impact business est assez énorme parce que si, il y a un problème sur cette partie-là de ma plateforme, ça veut dire potentiellement que les gens ne vont pas être capables de payer sur mon site. Ce qui veut dire que, voilà, en tant que business, je suis en train de perdre de l'argent. Ça, c'est quelque chose que je vais éviter au maximum. Donc, c'est pourquoi on peut tout simplement cliquer sur, les requêtes en question. Donc là, c'est une erreur, 500. C'est une erreur qui vient du serveur, qui a répondu. Donc à partir de là, je peux voir la vue, d'un point de vue front-end qui a, été, heu, créée pour cette requête-là. Donc on a énormément d'informations. Par exemple, on a tout le contexte autour de cette requête-là. Donc ça, c'est le service qui a traité la requête, cette version de mon application, depuis ce browser, et voilà, enfin un Chrome par exemple, l'environnement de production et cetera. Donc tout ça, c'est un contexte qui est critique pour, comprendre, enfin, le problème. Et ensuite, si je regarde par exemple les ressources qui ont été loadées, donc j'ai des images, j'ai des fichiers JS, mais j'ai aussi des requêtes à destination de mes applis, back-end. Et là, ici, on peut voir par exemple qu'il y a une requête, qui a duré 30 secondes, d'un point de vue, back-end. Et dans tous les cas, c'est une requête, qui est en erreur également. La question, c'est qu'est-ce qui se passe derrière? Donc avec Datadog, avec juste un simple clic, vous êtes capable de voir une visibilité sur toute la chaîne. Donc, chaque couleur représente un service différent. Ça peut être un service, dans le cloud, ou pas. Ça peut être un service, qui tourne sur une machine virtuelle, sur un container, sur une fonction, serverless, peu importe. Donc j'ai une visibilité de bout en bout sur, toutes les applications qui sont impliquées dans le traitement de la requête. Mais l'autre chose qui est vraiment, intéressant, c'est qu'on peut très facilement pivoter vers d'autres aspects du système. Par exemple, on peut se rendre compte que pendant que cette requête-là était en train d'être, traitée, ça, c'est les requêtes SQL qui ont été exécutées, tout au long de la requête. Donc, ça, d'un point de vue base de données, ça me permet, par exemple, en tant que développeur, de localiser exactement, d'où provient, la latence en question. Je peux aller voir en bas les infrastructures qui ont traité cette requête-là. Donc, là, en l'occurrence, j'ai tout un tas d'informations sur le CPU, la mémoire. Je sais par exemple que ça tourne sur, tel compte AWS. J'ai des métriques. Par exemple, au niveau, quand j'ai reçu cette requête-là, le CPU était, à 61. Donc, voilà, ça, c'est des informations qui sont extrêmement utiles, pour, détecter, les problèmes de façon simple. Et donc, juste pour récapituler, le premier scénario dont j'avais parlé, c'est une visibilité de bout en bout. En temps normal, comme on a vu, les différentes équipes, ont différents moyens de détecter ces problèmes-là. Il y a des gens qui utilisent, différents outils et à chaque fois qu'il faut retrouver ces problèmes-là, bah, en fait, on se déplace à travers différents outils, ce qui est coûteux en termes de temps. Ça veut dire que pendant ce temps-là, nos clients ne vont pas pouvoir utiliser notre site, ce qui peut générer,
beaucoup d'impact négatif en termes d'image, en termes de coût des fois, mais aussi et surtout, euh, ça peut représenter un coût d'opportunité qui est énorme en temps normal, tant qu'on pouvait, par exemple, dédier à de nouvelles initiatives. Donc, le deuxième scénario que j'aimerais qu'on prenne, c'est la partie automatisation. Donc là, si vous avez suivi un peu, je me suis placé dans le cas où je suis en train d'investiguer un problème de production. Donc, j'ai attendu qu'un client ait eu ce problème-là et ensuite j'ai essayé de comprendre ce qui s'est passé. Donc, ça me donne une bonne visibilité de ce qui se passe. Par contre, dans certains cas, ce qui peut être intéressant en tant que développeur, c'est vraiment de faire du déblocage pas à pas et de savoir exactement ce qui s'est passé. Et en tant que développeur, je passe la majorité de mon temps, par exemple, sur mon idée, là où j'écris mon code. Et Datadog a un produit qui s'appelle le Live Debugger, que les équipes de développement peuvent utiliser, justement, qui s'intègre de façon complètement transparente avec leur IDE. Donc là, en l'occurrence, les exemples que j'avais montrés plus tôt, les traces que j'avais montrées plus tôt qui donnent une visibilité sur les interactions entre différents services, etc. Ça, c'est une visibilité que je pourrais avoir directement dans mon IDE. Donc, ce que ça représente, c'est tout simplement que j'ai plus besoin de perdre du temps en train d'essayer de comprendre les choses vraiment, on va dire, post problème. En fait, je peux faire du pas à pas et directement dans mon idée. Ça, c'est une façon. Je ne vais pas faire une démo de ça parce que ça requiert un changement de fenêtre. L'autre chose qui est possible aussi, c'est, comme je l'ai dit plus tôt, l'une des notions que les équipes essaient de vraiment mettre en avant de plus en plus, c'est l'automatisation. Ça s'applique à l'infra, ça s'applique aux applications, ça s'applique à la sécurité, vraiment tout. D'automatiser autant que possible. Donc, en termes de sécurité, et toujours pour les équipes de dev, on a aussi une, une fonctionnalité qui vous permet d'avoir une visibilité sur les vulnérabilités introduites par vos applications, que ce soit en termes de librairie, mais également en termes de code. Donc, il y a une analyse statique qui est faite au niveau du code. Donc, je vais montrer un exemple. Donc ça, c'est encore une fois la plateforme Datadog. Donc là, je suis en train de regarder les vulnérabilités. Euh, Là, j'ai une liste de l'ensemble des librairies qui ont été identifiées comme étant vulnérables. Il y a une catégorisation qui est faite. Donc je peux, par exemple, me focaliser seulement sur les vulnérabilités qui sont critiques. Et ensuite, en cliquant, par exemple, sur l'une d'entre elles, je vais voir la version en question. Datadog va me dire, par exemple, euh, quand est-ce que ça a été détecté pour la première fois, si c'est toujours d'actualité. On va donner beaucoup de visibilité sur un score qui va vous permettre de prioriser euh, votre day-to-day. Et si jamais vous configurez l'intégration, on peut aussi directement faire le lien avec votre code source. Donc, automatiquement, avec un lien, on peut aller voir ce qui se passe d'un point de vue code. Et donc ça, c'est du point de vue troubleshooting. Mais derrière, ce qui est intéressant, c'est d'y remédier, de prendre des actions de façon rapide pour justement mitiger ces risques. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez effectuer directement depuis Datadog. Donc avec la partie vraiment, on est capable de prendre des actions pour remédier à ces vulnérabilités. Donc ça, encore une fois, ça va dans le sens du shift left. Euh, on essaie d'éviter au maximum de détecter des problèmes à la fin, de laisser la sécurité à la fin, mais plutôt de l'intégrer comme une partie intégrante de la chaîne du cycle de vie de nos logiciels. Donc, c'est quelque chose typiquement que les équipes de développement peuvent voir au fur et à mesure qu'ils sont en train de faire des commits. À chaque fois qu'il y a un commit, par exemple, qui est fait, en fait, on peut avoir de la visibilité sur ça. Donc, si ces équipes-là ont de la visibilité sur ces vulnérabilités, elles peuvent les résoudre de façon totalement proactive. Et ça, c'est du temps qui est libéré pour tout le monde, pour les équipes de dev elles-mêmes, parce que
elles vont pas passer du temps avec les équipes de sécurité pour valider, et cetera. À chaque fois qu'il y a un commit, on est sûr que, on a suivi des best practices, on est compliant avec, les règles de sécurité qui ont été mises en place. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement automatisé. Donc ça, c'est, le deuxième point. Et puis l'autre point, c'est d'aller encore plus loin que, le fait d'automatiser la détection, mais c'est plutôt d'autoriser ou pas, le déploiement d'une, nouvelle vulnérabilité, en production. Par exemple, donc il y a une fonctionnalité qui s'appelle les quality gates, qui se base justement, sur les inputs qui ont été générés depuis les tests, depuis les pipelines ou depuis, la partie, sécurité, justement pour, détecter des scénarios, par exemple des failles de sécurité, pour détecter, des, enfin du code, qui a un impact négatif, sur, nos tests qui ont été établis et cetera, et justement pour les bloquer directement, pour que, voilà, ça ne passe pas en production. Et ça, encore une fois, c'est du temps que vous gagnez et c'est du temps que vous pouvez, réallouer, voilà, pour améliorer vos produits, voilà. Et enfin, la dernière chose que, enfin, dont je vais parler aujourd'hui, c'est les métriques DORA. Ce n'est pas Dora l'exploratrice. DORA, c'est, un 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 acronyme pour, DevOps Research, and Assessment. Donc c'est une organisation, hem, heu, enfin c'est une façon, heu, que les entreprises ont à évaluer, à se comparer à d'autres, entreprises, à d'autres standards, enfin à d'autres entreprises, pour savoir, déjà à quel point, à quel niveau est-ce qu'elles se positionnent, pour savoir les axes d'amélioration qu'elles ont, et pour, justement piloter les fonctionnalités à développer. Par exemple, il y a des moments où on va plutôt, accélérer, le développement de nouvelles fonctionnalités. Il y a d'autres moments où on va plutôt, se focaliser sur, la correction de failles de sécurité, sur la correction, enfin, sur plus de résilience et cetera. Et Dora, en fait, ça donne un ensemble d'indicateurs justement pour ça. Et donc, il y a 3, 4, métriques principales, 2 qui se focalisent sur la vélocité, sur la rapidité d'innovation, 2 autres qui se focalisent sur la stabilité. Et ça, typiquement, ça peut être vu comme les équipes de dev, ça pour les équipes de ops. Mais l'idée, évidemment, c'est, de fournir ces métriques-là, pour les décideurs, CTO, VP, et cetera, pour justement piloter, à quel point, où est-ce qu'on doit aller. Donc là, je suis conscient un peu du temps, je ne vais pas, passer, trop de temps sur, chaque métrique, mais, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que, ces métriques-là peuvent varier en fonction d'une entreprise, en fonction de l'industrie. Hem, une même métrique peut avoir différentes façons, d'être mesurée. Et ce qui est important, évidemment, c'est que ces métriques, sont là à titre d'information, mais ne doivent pas, par exemple, être utilisées pour, enfin, heu, évaluer, la productivité individuelle, des devs. Donc, hem, ça, c'est un slide, qui donne un peu d'informations sur, comment est-ce qu'on se positionne en fonction, du score de chaque métrique. Mais ce que je voulais montrer, c'est que directement sur Datadog, vous avez accès à ce type de métrique. Donc les données sont, prises, directement en fonction, de la métrique qui vous intéresse. Par exemple, si c'est, la fréquence de déploiement, en fonction des déploiements que vous faites, en fait, la donnée peut directement être envoyée à Datadog. Donc ça, c'est, quelque chose qui est, extrêmement utile pour déjà mesurer la vélocité, de vos équipes de développement et ensuite, pour l'améliorer. Donc, toujours on est dans le sens, d'augmenter l'innovation et si enfin, il y a un constat qui a été fait, les meilleures équipes, qui innovent plus rapidement, qui développent des produits plus rapidement, ont, un très bon, score à travers, ces 4 métriques-là. Donc,
c'est plutôt un bon bet. Donc, si je reviens à faire une récapitulation, un récapitulatif de ce qui a été vu. On a vu ensemble que les différentes équipes qui sont impliquées, des fois, les problèmes peuvent varier en fonction des équipes, mais il y a beaucoup de frustration, beaucoup de manque de communication, beaucoup de euh, productivité, de non-productivité qui résulte à ces problèmes-là. Et il y a certaines notions SRE, DevOps, DevSecOps qui sont venues avec des notions comme l'automatisation, tout ça, pour y remédier. On a vu que Datadog propose des outils aussi justement pour éliminer ces problèmes-là, de façon à ce que les entreprises puissent innover plus rapidement, plus facilement et voilà, prendre un avantage sur leurs concurrents, euh, déployer de nouveaux produits euh, et, euh, et puis au final, voilà, avoir un impact business beaucoup plus positif. Donc, ça, c'est à peu près ce qui était prévu aujourd'hui. Maintenant, si jamais il y a des questions, Ouais, n'hésitez pas. merci beaucoup, Mohamed. Merci beaucoup pour cette présentation-là. Ils sont en apprentissage sur Datadog. Donc, il y a des questions, bien sûr, je vais te les formuler. Donc, la première question, c'est de Fatfal qui demande quelles sont les principales fonctionnalités de Datadog qui soutiennent l'accélération de l'innovation. Alors, il y en a plusieurs. L'idée, c'est que, enfin, la façon que je vois la chose, c'est que moins vous passez de temps sur les problèmes, et plus vous pouvez passer du temps pour innover. Donc, le plus rapidement vous détectez les problèmes, le plus rapidement vous pouvez les résoudre, le plus rapidement vous pouvez passer sur autre chose. Ça, c'est un. L'autre chose, c'est que euh, plus vous maintenez les systèmes et plus vous allez perdre du temps. Et encore une fois, c'est un peu le scénario 1. Donc, l'idée de Datadog, c'est justement de s'occuper de tout un aspect des choses pour que les entreprises n'aient pas à perdre du temps sur des choses, justement, dont c'est notre métier, pour qu'elles puissent se consacrer à l'innovation, à développer de nouvelles fonctionnalités. Donc, pour cela, on a des produits qui monitorent, qui donnent de la visibilité sur le front-end, sur les applications back-end, peu importe le langage, sur les infra. Ça peut être des infrastructures cloud ou pas. Évidemment, il y a la sécurité aussi. Donc, en gros, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que vous passez le moins de temps que possible à maintenir les systèmes, à les développer, mais plus à vous focaliser vraiment sur ce qui est nécessaire pour vous. Ok. Merci. Et la deuxième question donc de Mohamedou Fofana qui demande est-ce que Datadog c'est un SaaS de monitoring ou un fournisseur cloud et sa comptabilité avec d'autres cloud providers. Est-ce qu'on peut l'intégrer Oui, avec les autres cloud providers? oui. Alors, Datadog, ce n'est pas un fournisseur cloud au sens AWS. En gros, enfin, on ne vous permet pas d'exécuter de la workload. Par contre, ce que Datadog est, c'est une solution d'observabilité qui est 100% SaaS. SaaS uniquement. Et on s'intègre avec les cloud providers majeurs, AWS, GCP, Azure, Alibaba, etc. Mais aussi avec les systèmes autres. Par exemple, si vous avez une application qui tourne sur des machines virtuelles que vous hébergez vous-même ou sur des machines physiques, vous pouvez aussi utiliser Datadog. D'accord. Si. Et une autre question donc de Daniel Ntei, oui, qui demande dans l'écosystème de l'observabilité, on entend les grands noms comme Datadog, New Relic ou encore Sentry, pour ne parler que de ces solutions-là payantes. Et il voudrait savoir les particularités de Datadog par rapport aux autres plateformes comme Sentry par exemple. Qu'est-ce que Datadog propose de plus ou pourquoi on va choisir Datadog plutôt que Sentry sur ce point? Alors, je pense que c'est une excellente question. Et
la plupart des solutions que vous avez mentionnées là, c'est des solutions qui sont complètement, qui sont très, très bien. Là où on se différencie, c'est, plutôt, le problème depuis lequel on part, c'est à chaque fois que vous voulez observer un autre aspect de vos systèmes. Par exemple, admettons, je suis une équipe front-end et j'utilise Sentry. Le jour où je dois collaborer avec mes équipes de support, par exemple, ou de Ops, qui utilisent par exemple Elastic ou d'autres choses. Le jour où j'ai une équipe cloud qui va utiliser Stackdriver ou qui va utiliser CloudWatch, en fait, plus il y a d'équipes, plus il y a de systèmes, plus il y a d'outils différents. Et à chaque fois qu'on doit collaborer, typiquement, en fait, il y a des gaps en termes de visibilité. Donc, si on doit échanger, déjà, on n'utilise pas les mêmes terminologies. Pour moi, ce qui signifie un log, pour une autre équipe, ça va signifier une trace. Donc, on ne parle pas déjà de la même chose. On perd énormément de temps pour corréler les différentes choses. Et ça, évidemment, c'est du temps qui est perdu, c'est du temps qu'on ne peut pas utiliser pour innover. Et Datadog, la façon dont on explique les choses, c'est qu'on est une plateforme unifiée. C'est vraiment une plateforme qui vous permet d'avoir plusieurs angles de vue différents et de pouvoir changer votre angle de vue très, très facilement. Tout le monde, Mm. toutes les équipes vont venir au même endroit, vont parler le même langage, vont utiliser les mêmes standards et ensuite vont collaborer ensemble pour détecter les problèmes plus rapidement, les résoudre plus rapidement et aussi être proactif pour les détecter avant même nos utilisateurs. Je ne sais pas si ça répond aux questions, mais s'il y a besoin de plus de clarification, n'hésitez pas. Oui, bah, il nous dira Daniel, qui a une autre question également, Daniel, qui demande en fait, il dit, je voudrais aussi savoir si Datadog intervient dans la supervision des bases de données, par exemple les Oui, bases de données Postgres, et pour terminer, quel outil de supervision de base de données open source tu peux le proposer, tu peux proposer à Daniel? alors, je peux commencer par la fin. Je ne connais pas d'outils de monitoring de base de données open source. C'est pas que je ne veux pas le dire, c'est juste que je n'en connais pas. Mhm. Mais en termes de monitoring des bases de données, en fait, il y a trois niveaux de visibilité que Datadog peut proposer. Et ça, je le dis que ce soit des bases de données managées, donc des bases qui sont sur AWS et GCP Azure, ou des bases de données self-managées que vous pouvez hoster vous-même. Donc, le premier niveau de visibilité, c'est au niveau des métriques qui sont collectées depuis ces bases de données-là. Donc, tout ce qui est nombre de connexions, la latence, les requêtes qui prennent le plus de temps, etc. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est les interactions que vos bases font avec le reste de votre écosystème. Par exemple, si jamais vous avez une base Postgres qui interagit avec une application Node, une application Java, vous avez la possibilité d'avoir le lien entre ces systèmes-là et de voir à quel point, par exemple, une performance négative provient d'une base qui tourne. Le troisième niveau de visibilité, qui est la plus détaillée, c'est avec le produit Database Management, qui va beaucoup plus en profondeur, vraiment, qui est un outil dédié au DBA, par exemple, qui va donner de la visibilité sur les explain plans, sur vraiment la structure des requêtes. Si jamais il y a des index qui ne sont pas utilisés, s'il y a des requêtes qui ne font pas de filtre, on fait un select from where sans condition, ce qui va avoir un impact négatif sur les bases. En fait, ça va aller beaucoup plus en profondeur et voilà, ça va vous aider à détecter justement tout ce qui est problème de performance, voilà, de façon proactive avant que ça n'impacte euh, les, les, les clients. Merci. Et du coup, n'hésitez pas à répondre au lien là de feedback que j'ai envoyé pour nous donner vos retours. On va prendre une dernière question donc dans le chat. C'est de Suleiman, donc il demande est-ce que Datadog est un cloud privé ou un cloud public? Alors, dans le sens, ce qu'on voit, le Datadog, c'est une solution SaaS.
C'est pas au même titre que comment expliquer ça? Quand on parle de cloud privé, cloud public, typiquement, c'est pour faire tourner certains workloads, Mm, certaines charges de travail. Et donc AWS, par exemple, c'est un, GCP, c'est un autre. Mais Datadog n'a pas vocation à être une solution, par exemple, qui prend votre application et qui la fait tourner pour vous. Datadog, c'est mm, plutôt une solution euh, SaaS qui va vous permettre de vous abstraire d'une partie de votre tâche. Donc, je ne sais pas si c'est clair, mais voilà, c'est un peu ça ouais. l'idée. Et Oui, bah, puis, si je vais jamais, compléter. voilà, ouais, Ouais. désolé. Oui, bah, je vais compléter sur cloud privé, cloud public. Donc, le cloud, voilà, c'est un data center où il y a de la virtualisation et qui propose des ressources que vous pouvez utiliser. Donc, ça, voilà, il y a des clouds publics aujourd'hui, cloud provider publics, AWS, Google qu'on retrouve. Et il y a des entreprises qui peuvent choisir de les faire en privé, donc avoir une couche de virtualisation dans le data center. Et Datadog, il est là pour aider. C'est une solution SaaS, donc c'est un logiciel qu'on peut utiliser et qui va vous aider votre entreprise à faire plus de monitoring, à avoir plus accès à vos données, de pouvoir monitorer tout ça en fait. Si vous utilisez par exemple plusieurs cloud providers, vous pouvez par exemple avoir toutes ces données-là sur Datadog et de pouvoir évoluer et vous appuyer sur Datadog pour pouvoir avancer, innover plus et vous décharger de certaines tâches que vous avez. Et juste, si je peux me permettre, peut-être que la question aussi se porte sur, enfin, si Datadog peut tourner en mode privé, c'est-à-dire sans, par exemple, dans le data center d'une entreprise. Si ça, c'est la question, la réponse est non. C'est une solution qui marche en SaaS uniquement, ça veut dire que c'est toujours chez nous. Après, on a différentes régions. Par exemple, euh, une région US, une région EU. Par exemple, si vous voulez garder les données uniquement en Europe. Mais voilà, ça reste une plateforme hébergée chez Datadog, justement pour nous permettre d'innover plus rapidement. Mm. Des questions encore dans le chat, dans le Q&A? Non, pas de questions. S'il n'y a pas de questions, ben, on va s'arrêter là et je vous dis n'hésitez pas à aller vers le lien que j'ai envoyé. Donc, je vais le coller encore, le lien ici, pour donner vos retours et donner vos feedbacks qu'on va prendre en compte pour les prochaines éditions qu'on va réaliser. Donc, merci à Mohamed pour cette session-là et merci de cette présentation-là qui nous a fait connaître un peu plus Datadog et qu'on espère utiliser un jour quand on va utiliser le plus le cloud et qui va nous aider à aller plus rapidement pour nos besoins qu'on aura. Merci beaucoup, Mohamed. Merci, Youssef. Et c'était un Merci. plaisir. Merci.